Dans cette nouvelle causerie du 18 septembre 2013, pardon, je voudrais parler de l'apport de l'astrocyclologie aux pratiques de consultation diverses qui vont de la divination à la thérapie et qui ne relèvent pas de l'astrologie a priori. Car je suis assez convaincu que l'astrocyclologie ne va peut-être pas modifier le comportement des astrologues de métier qui ont consacré de longues années à l'apprentissage de leur art et de leur technique. Parce qu'ils ont, enfin je veux dire, on peut se mettre à leur place. On ne va pas brader comme ça des années et des années d'expérience. En revanche, il m'apparaît que des activités de conseil qui traitent de la psychologie, qui traitent d'un certain nombre d'attentes de la vie, chez des gens qui n'ont pas justement ce lourd investissement astrologique, je pense que ces professions peuvent être tentées par l'apprentissage du modèle cyclique de l'astrocyclologie. C'est pour cela que sur le site que j'ai créé au sein de Téléprovidence, qui s'appelle Future Vidéo, je m'adresse à cette population de non-astrologues, mais qui touche à des sujets où l'astrologie souvent apparaît à tort ou à raison d'ailleurs, comme un élément complémentaire. Mais une astrologie qui est beaucoup trop lourde pour être assimilée par ces métiers. Or, ce qui caractérise très nettement l'astrocyclologie, c'est précisément sa facilité de formulation, de lisibilité, tant d'ailleurs au niveau des graphiques, qu'au niveau du ciel, qu'au niveau des événements eux-mêmes et des situations qui peuvent se présenter. Alors, dans cette causerie, je vais m'efforcer de donner une représentation aussi utile que possible dans l'état actuel des choses de ce qu'on entend aujourd'hui, en 2013, par l'astrocyclologie et en quoi elle modifie l'image et l'usage de l'astrologie. Alors, première chose, si l'on veut, on ne tient pas compte du thème natal. On ne tient pas compte du thème natal, on ne dresse pas le thème natal, on n'a donc pas cette question des heures, de naissance, d'état civil, ni le recours à des éphémérides ou à des logiciels de calcul du thème natal de type astroflash et compagnie. Or, c'est bien là que les cours d'astrologie traditionnels consacrent énormément de temps dans la formation des futurs astrologues. C'est pour ça que je disais que l'abandon du thème natal est très frustrant pour ceux qui ont passé des années à apprendre à l'utiliser correctement, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, nous avons là un schéma extrêmement simple. Sa simplicité d'ailleurs est presque son principe même d'existence, puisque je pense qu'effectivement les anciens qui ont construit l'astrologie
voulaient faire simple. Ils ne pouvaient que faire simple. Et ils avaient besoin de quelque chose de simple pour organiser le temps social. D'où cette notion qui est au cœur de l'astrocyclologie, du cycle de 7 ans. L'astrocyclologie donne au cycle de 7 ans un socle, une assise scientifique et astronomique qu'ils n'avaient pas chez ceux qui utilisaient ce cycle sans très bien savoir par où commencer et par où il commençait d'ailleurs au niveau chronologique. Si ce n'est souffrant du fait qu'on commençait le cycle de 7 ans à la naissance. Or, ce n'est pas du tout la démarche de l'astrocyclologie. Ce cycle de 7 ans, précisons-le tout de suite, c'est un cycle saturnien. C'est un cycle saturnien. Alors Saturne, effectivement, met 4 fois plus de temps que cela pour faire son tour du zodiaque, mais selon l'astrocyclologie, et à mon avis selon beaucoup d'éléments qui montrent qu'il en était ainsi dans la formation même de l'astrologie, on divise ce cycle de 7 ans en 4 semaines de 7 ans, cycle de 28 ans en 4 semaines de 7 ans, tout comme on divise le mois en 4 semaines de 7 jours. Puisqu'il y a un rapport direct sur le plan analogique entre la Lune et Saturne. Donc, quand vous recevez un client, là je m'adresse à un patient si vous préférez, quand vous recevez quelqu'un qui vient vous consulter, vous gardez bien entendu vos méthodes qui vous sont propres, mais vous ne perdez pas de vue le graphique de l'astrocyclologie. C'est-à-dire que vous voyez à quel moment l'humanité se trouve par rapport au cycle de 7 ans. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cycle de 7 ans n'est pas une approche individuelle. C'est en cela qu'il est justement complémentaire du travail des thérapeutes ou des voyants concernant les personnes, c'est qu'il apporte une sorte de référence globale. Il apporte une référence globale, universelle, qui est la même pour tous, au même moment. Donc il donne un contexte, il donne un arrière-plan chronologique, il donne une atmosphère générale qui complète, qui vient compléter le travail et les informations obtenues par d'autres moyens, plus empiriques peut-être, qui sont ceux des disciplines non astrologiques, mais de l'ordre de la consultation, auxquelles je m'adresse. Ce cycle de 7 ans comporte 3 temps, qui sont divisés à peu près également, pour simplifier. Si vous divisez 7 par 3, vous arrivez à 2,2 ans et 4 mois. 2 ans et 4 mois, c'est-à-dire en fait 28 mois. On trouve ce chiffre de 28. Donc chaque phase du cycle de 7 ans dure 28 mois. Il y a une phase ascendante qui va vers le sommet, vers le zénith, j'aime bien cette expression, le zénith du processus conjonctionnel, puisque l'astrocyclologie est une astrologie des conjonctions. Elle considère que lorsque Saturne, qui est la planète de l'astrocyclologie, entre en conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales qui se répartissent l'espace, qui découpent l'espace justement en 4, eh bien, il y a une énergie, il y a un réveil des possibilités, des capacités de rassemblement, de synthèse, qui se fait au moins au sein d'une certaine élite. Mais cette élite est elle-même une sorte de locomotive, elle va entraîner avec elle tout le reste du monde. Donc même si on n'est pas soi-même directement, on ne capte pas soi-même directement ces énergies, on est influencé par ceux qui les captent. On est entraîné, une sorte de train avec une locomotive. Donc, il y a une phase ascendante qui précède
la conjonction, un peu comme on passe de l'équinoxe au solstice d'été. Et puis il y a une phase descendante qui succède à la conjonction, c'est-à-dire qu'à la phase ascendante, les choses prennent de plus en plus tournure d'un point de vue conjonctionnel, on résout de plus en plus de problèmes, on relie de plus en plus les choses entre elles, les gens entre eux, et puis à mesure que la phase descendante se développe après la conjonction, les facultés de convergence, de synthèse, ralentissent, s'essoufflent, et on entre à ce moment-là dans le troisième temps, qui est celui de la phase de disjonction, dont le point culminant est le nadir. Le nadir, qui est le moment où l'énergie conjonctionnelle est la plus faible, et quasiment insaisissable, insensible. C'est le minuit du système. Et voilà donc, c'est pas très compliqué. Tous les 7 ans, on rentre donc dans le même minuit. Tous les 7 ans, on rentre dans le même zénith, etc. etc. Donc on peut même, comme ça, de tête, calculer en gros. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'astrocyclologie, à la différence de l'astrologie traditionnelle, n'est pas une adepte de la précision à tout prix. C'est comme si je disais, voilà, actuellement, bon, on voit à peu près où on en est, on voit à peu près comment les choses avancent, on n'en demande pas plus, ni moins d'ailleurs. Donc il y a une surenchère de l'astrologie traditionnelle qui est de mauvaise aloi. Donc on suit le processus au niveau collectif, on voit que des nouvelles opportunités vont se présenter quand Saturne se rapproche de la conjonction, et inversement. Mais ces opportunités, il faut bien le comprendre, c'est à double tranchant. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est-à-dire que, et ça c'est à décider, en effet, quelque part dans la conversation avec le patient, pour voir dans sa vie quelles sont les périodes qui lui ont été les plus favorables. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Il y a des gens qui sont plus favorisés par la phase A, qui couvre quand même les 2/3 du système de 7 ans, et des gens qui sont finalement portés, si on peut dire, par la phase B, qui dure 1/3 des 7 ans. On a dit tout à l'heure des 28 mois. Certaines personnes, disons, moyennement douées, ou qui sont dans des situations, par exemple, quand ils sont dans un pays étranger, ou qui sont handicapés pour différents handicaps, de toutes sortes, physiques, mentaux, conjoncturels, ces personnes-là peuvent penser que la phase B, la phase de nadir, leur est plus favorable que la phase A. Et qu'ils peuvent prendre à ce moment-là leur revanche sur ceux qui se sont élevés au-dessus des autres en croyant qu'ils étaient supérieurs et qu'ils avaient des dons particuliers. En phase B, ces gens-là ne sont plus au meilleur de leur forme, puisqu'ils sont portés par cette énergie conjonctionnelle et que cette énergie conjonctionnelle fait défaut, donc eux-mêmes ne sont pas très très brillants. Et donc par conséquent, il est plus facile d'être à leur niveau. Il est plus facile de rivaliser avec eux et même peut-être même de l'emporter sur eux parce que ils ne maîtrisent pas les méthodologies liées à la phase B. Parce que la phase B a ses propres valeurs, a ses propres procédés. Et j'emploie le mot procédé d'ailleurs délibérément, car il s'agit de procédés de substitution, des procédés d'imitation. Quand on n'a pas un produit authentique, on essaie de créer un produit qui ressemble à l'original, qui n'en est qu'une copie, mais pas l'imitation comme on dit. Et dans tous les domaines, n'est-ce pas, on peut avoir ce qu'on peut appeler donc un plan B ou des acteurs de série B. Donc il y a une certaine médiocrisation qui se fait en phase B,
donc pendant un tiers du temps, et qui peut être l'occasion de bouleversements majeurs. Bon, imaginons qu'il y ait une élection présidentielle qui ait lieu en phase B, et bien ça va déterminer le cours des choses bien au-delà de la phase B. C'est dramatique. Je ne veux pas donner d'exemple, mais effectivement, le système électoral, il a ses ratés. Et l'astrologie n'est pas une amie du système électoral. Elle souhaiterait, ou plus exactement, elle souhaiterait que le système électoral fasse alliance avec l'astrocyclologie et qu'on tienne compte de l'astrocyclologie pour conduire la cité et conduire les États. Bon, enfin, on n'en est pas là. Donc, nous avons donc un produit qui est fiable. Je crois que c'est important. Il vaut mieux avoir un produit simple mais fiable qu'un produit alambiqué, tordu, qui se contorsionne, qui ressemble à une usine à gaz, comme l'astrologie traditionnelle qu'on nous propose encore, et oui, encore en ce début du XXIe siècle, alors qu'elle aurait déjà dû disparaître. Enfin, l'excuse, c'est que l'astrocyclologie n'est pas spécialement connue pour l'instant, et qu'elle n'est arrivée à son épanouissement que tardivement. Donc, enfin, maintenant, il ne faut plus trop perdre de temps, parce qu'il y a des enjeux importants, et que sans l'astrocyclologie, eh bien, il peut se commettre de graves erreurs. Et comme les erreurs risquent de coûter de plus en plus cher, il faut faire attention. De plus en plus cher parce que, avec le développement de l'électronique, de l'informatique, des médias, il peut y avoir des répercussions. Et surtout, le temps s'accélère, donc une erreur peut avoir des répercussions en très peu de temps à une échelle mondiale. Alors, il faut vraiment disposer d'outils fiables. Bon. Et l'astrologie prétend pouvoir fournir ces outils, et à mon avis, c'est une situation très grave, parce qu'elle prétend faire quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Elle peut le faire, dit-elle, mais peut-elle le faire, pour paraphraser Pierre Dac, avec Francis Blanche. Et donc, il faut faire attention de ne pas se tromper et de ne pas utiliser des produits qui sont des produits frelatés, corrompus, qui ont perdu leur substance, leur sève d'origine. Même s'il y a effectivement un corps impressionnant d'astrologues qui est toujours en place et qui entend continuer à exister et à survivre. Alors, comme je disais, n'est-ce pas, le praticien, le psychothérapeute, le psychanalyste, le coach, le tarologue et compagnie peuvent tabler sur cette astrocyclologie, qui est une astrologie tout à fait new look. Et, bien entendu, cette astrocyclologie n'a pas des prétentions exorbitantes. Un, elle ne prétend pas étudier l'individu en particulier. Et deux, elle ne prétend pas non plus dire si ce qui va se passer pendant la phase X, Y, Z sera marquant ou pas. Parce que ça a été une espèce de leitmotiv de l'astrologie prévisionnelle traditionnelle, de dire nous pouvons dire ainsi par nos calculs, nos graphiques, nos diagrammes, nous pouvons dire la gravité des événements. Et là on est dans une sorte de cercle vicieux. Alors je m'excuse de devoir revenir sur une polémique avec les astrologues, mais je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Et puis c'est instructif quelque part, sinon édifiant. Effectivement, l'astrologie n'est pas là pour dire des décennies à l'avance ce qui va se passer dans le monde. En revanche, elle peut assurer un service minimum, je dirais. Elle peut dire à un moment X, même dans 300 ans,
si on sera dans la phase A, B ou C du cycle de 7 ans. Ce qui signifiera qu'il y aura des opportunités qui seront là, ou des risques qui seront là. Ça vaut bien entendu pour le passé, pas de soi. Mais, comme effectivement ce cycle de 7 ans, il revient assez rapidement, eh bien, il ne donne pas nécessairement des effets énormes. Pour toutes sortes de raisons, il peut y avoir des obstacles, des verrouillages, des blocages qui font que le processus reste modéré et ne peut pas dépasser un certain seuil. Alors que dans le passé, il avait pu parvenir à des résultats plus graves. Mais cela dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Le passage par une nouvelle phase B, parce que nous sommes actuellement justement nous sommes en fin de phase B, nous sommes au début d'une nouvelle phase A. La prochaine phase de B, donc dans 56 mois, elle peut être très mal vécue, avec des conséquences graves, si on n'a pas entre-temps adopté l'astrocyclologie. Parce que je répète, le temps s'accélère. Mais cela dit, ce n'est pas inscrit dans les étoiles qu'il y aura une guerre, une révolution, une crise. Parce que ça dépend beaucoup des hommes. Ça dépend beaucoup des sociétés. Et si effectivement, en plus, on connaît l'astrocyclologie, il est évident que beaucoup d'événements seront maîtrisés et contrôlés. Et c'est ça aussi qui est assez étonnant chez les astros traditionnels, c'est qu'en réalité, finalement, ils disent oui, d'accord, apprenez l'astrologie, et puis vous verrez bien qu'à un moment donné, il va y avoir une crise énorme. Comme si on ne pouvait rien y faire. Parce que si on pouvait y faire quelque chose, leur pronostic serait, ne pourrait pas s'incarner, ne pourrait pas se concrétiser. Donc c'est un dilemme. Bon, donc ils sont un peu piégés par leur propre système. En astrocyclologie, on n'a pas ce genre de problème. On parle de processus qui s'enclenchent, de tentatives d'aller dans un certain sens. On ne sait pas ce que ces tentatives vont donner, et ce n'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est que les gens aient envie d'aller dans une certaine direction, envie de faire certaines choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup des envies, et je crois que c'est très intéressant, parce que l'envie, c'est quelque chose qui est au début. On n'a pas envie forcément d'aller à tel endroit, mais on a envie de faire quelque chose, on a envie de satisfaire une pulsion, sans forcément peser d'ailleurs les conséquences, toutes les conséquences ultimes. Et l'astrologie n'est pas là pour nous dire quelles sont les conséquences. C'est là aussi qu'elle ne correspond pas à certaines attentes, l'astrocyclologie, de gens qui justement veulent connaître les effets définitifs de telle et telle action. Et en ce sens-là, je crois qu'on peut prendre très au sérieux l'idée qu'il y a une liberté, il y a un libre arbitre, il y a une liberté, et puis qu'il y a beaucoup d'autres choses que l'astrologie qui viennent jouer. Mais l'astrologie doit faire entendre sa voix, elle doit avoir un profil particulier. Il n'est plus possible aujourd'hui de faire des prévisions vagues, hein, du genre... alors, on sacrifie la description des comportements au profit de la description des résultats qui en découleront. Non. L'astropsychologie est du domaine des causes, elle n'est pas du domaine des effets. Il y a des choses qui sont en train de se passer, qui vont se déclencher, qui vont être tentées, mais d'abord il y a un temps qui coule, il y a un temps qui passe, et en 28 mois, on ne fait pas tout ce qu'on veut, et même en 56 mois, heureusement. Et donc il y a des processus qui partent dans une certaine direction, mais qui vont être freinés à un moment donné, qui vont être enrayés. Parce que déjà la deuxième phase, au bout de 28 mois, déjà, la deuxième phase de la phase A, elle est
elle est fléchissante, elle est déclinante. Et donc il y a vraiment un compte à rebours qui se joue dans tout ça. Il ne faut pas se leurrer. Mais il y a des échéances précises, effectivement. Des échéances, des tournants énergétiques qui sont importants. À propos d'énergie, justement, parce que je crois que dans ces domaines-là, on s'intéresse beaucoup à la notion d'énergie, il y a toute une philosophie de l'énergie dans l'astropsychologie. C'est-à-dire que la conjonction, c'est vraiment le moment où l'humanité reçoit des signaux qui vont éveiller ses énergies. C'est un peu la Belle au bois dormant. C'est une énergie psychique qui n'est pas envoyée littéralement par les astres, par le ciel, mais qui est signifiée par le ciel, parce que les hommes, d'il y a X milliers d'années, ont accordé au ciel la tâche de marquer certaines fonctions, certains signaux. Donc ce sont des configurations très peu nombreuses, et donc beaucoup plus pauvres que tout ce que le ciel peut posséder et disposer, qui sont le fondement même de l'astropsychologie, et n'étant que la restitution de l'astrologie des origines. Ce n'est pas une invention d'aujourd'hui, l'astropsychologie. Elle nous parle de quelque chose qui est profondément ancré dans notre ADN, profondément ancré dans notre histoire, et donc ce n'est pas du tout une création actuelle. Mais les moyens entrepris pour engager, pour retrouver cette astrologie d'origine, effectivement, profitent, bien entendu, de l'amélioration des méthodologies, des modes de recherche historiques, etc. Donc au niveau du XXe siècle, effectivement, il y a des méthodologies qui ont été élaborées. Mais pour appréhender des réalités qui sont, elles, par contre, extrêmement anciennes. Comme quand on va chercher du pétrole, on a des méthodologies nouvelles pour aller épuiser des matériaux qui datent d'un nombre considérable d'années, centaines de milliers d'années. Donc voilà, il y a cette dialectique de la modernité et de l'ancienneté. Effectivement, il y a des énergies. Certaines personnes captent ces énergies. Et ça n'est pas si simple, parce que ce sont des signaux. Et ces signaux, ils sont perdus dans l'immensité du cosmos. Ils sont perdus dans l'immensité déjà du système solaire. Où il y a tellement de bruit, comme on dit, il y a tellement de facteurs qui interfèrent, que le cerveau a du mal à décrypter tout cela et à décoder tout cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette influence de l'astropsychologie, elle ne relève pas d'une observation directe du ciel. C'était le cas il y a des milliers d'années, mais aujourd'hui, si l'astropsychologie existe, ce n'est pas parce que les hommes regardent le ciel. Mais ils ont un cerveau qui va intégrer, emmagasiner un très grand nombre de données de toutes sortes, ce qui va leur permettre de capter quelque part le signal. Et de la même manière, parmi tous les événements qui se produisent, toutes les situations qui se produisent, il faut aussi, quand on est un chercheur en astropsychologie, ce qui est notre cas, il a fallu, bien entendu, faire le tri de ce qui était pertinent ou pas. C'est pour ça que j'ai dit récemment que on pouvait faire de la recherche en astropsychologie que sur les choses qui se produisent sous nos yeux. Parce que là, nous avons la totalité des informations. Et quelqu'un qui n'a pas une démarche astropsychologique, il va capter des informations, mais il va peut-être laisser de côté des informations extrêmement utiles qu'il n'aura pas jugé bon de collecter, auxquelles il n'aura même pas songé. Donc, c'est vrai que la recherche de pointe
exige un cerveau particulièrement bien organisé, capable de traiter une immensité d'informations et d'en tirer des choses relativement simples. Donc ce ne sont pas des énergies qui sont véhiculées par le cosmos de toute éternité, mais ce sont des messages de réveil, de rappel, qui sont, je ne dirais même pas émis, mais qui sont formés dans le ciel, qui se constituent dans le ciel, selon un schéma qui a été établi par les hommes. Ça n'a rien à voir avec une réalité astronomique cosmique, même si on peut observer astronomiquement, il n'y a aucune réalité astronomique sous-jacente. Il n'y a aucune loi astronomique, mais c'est bien une réalité astronomique néanmoins, puisqu'elle est observable. Mais tout ce qui est observable ne relève pas d'une science astronomique au stricto sensu, bien entendu que non. Donc, il y a des informations qui sont envoyées, qui sont à capter autour de nous. Pas seulement d'ailleurs dans le ciel, il y a dans d'autres domaines des informations aussi. Il faut donc être un bon récepteur, qui intègre un maximum d'informations et qui sait les traiter, qui sait en faire la synthèse et qui sait extraire l'élément majeur, la substantifique moelle. Donc, imaginons donc que vous commenciez à intégrer, à introduire l'astrocyclologie dans votre pratique professionnelle de consultant, de coach, eh bien, vous devriez assez rapidement vous y retrouver. Hein, ça ne demande pas des mois, ni même des semaines d'apprentissage. Après, bien évidemment, il faudra faire attention. Il faudra avancer. Et je voudrais quand même préciser que d'une certaine façon, et ça fait partie de la déontologie de l'astrocyclologie, les personnes que vous consultez doivent s'initier à l'astrocyclologie elle-même, du fait justement qu'elle est assez facile. Nous ne sommes pas dans une logique où le praticien dispose d'un certain savoir, par ailleurs il peut en disposer, mais en tout cas dans le astrocyclologie, c'est un savoir partagé et commun. Ça, c'est aussi un apport intéressant, c'est que votre client, même s'il n'a pas à s'initier à vos différentes connaissances, il va s'initier à cette connaissance-là. Et il va la partager avec vous. Et éventuellement avec d'autres personnes si c'est un groupe. Donc vous lui transmettez un savoir. Vous lui transmettez un mode d'emploi, un fil d'Ariane, si vous voulez. Et il va donc devoir s'en servir, et si vous avez une série de séances, eh bien, quelques moments de cette séance seront consacrés au suivi de cette astrocyclologie, de ce cycle de 7 ans, et il sera extrêmement précieux pour vous de savoir, malgré tout, à quel moment du cycle de 7 ans on se trouve à un instant T. Est-ce qu'on est en début d'une nouvelle phase de 7 ans? Est-ce qu'on est au milieu d'une phase A? Est-ce que ça va basculer vers la phase descendante? Est-ce qu'au contraire, on arrive carrément en phase B avec tout ce que ça implique de désordre, de décomposition, de cloisonnement, de manque de communication entre les gens? La phase B est une phase de diabolisation, si on veut, et la phase A est une phase de dédiabolisation. Quand on diabolise quelqu'un, on n'a pas l'intention de s'entendre avec lui. C'est pour ça que quelque part, ce qui est choquant dans la phase A, c'est la dédiabolisation. Et on sait à quel point il est parfois choquant de traiter avec le diable, avec celui qu'on aura cessé pendant tant de temps de traiter de diable, de démon.
la conjonction et ceux qui sont marqués par cette conjonction sont des gens qui sont disposés à passer outre un certain nombre de blocages, d'interdits, de tabous. Je prends dans l'actualité immédiate l'exemple de la Syrie et l'exemple du Front National, parce que en astrocyclologie, les exemples se multiplient dans les milieux et dans les contextes les plus divers, au même moment. On a vu qu'on commençait à vouloir traiter avec la Syrie. Il est possible qu'on fasse de même avec l'Iran. On a vu que François Fillon envisageait de repenser un certain nombre de tabous chez ses amis de l'UMP, notamment en ce concernant les alliances ou les rapprochements possibles avec le Front National de Marine Le Pen. On est vraiment là dans un phénomène de diabolisation. Mais on pourrait prendre un exemple encore plus flagrant en 1940. L'armistice de 1940 entre la France et l'Allemagne, la poignée de main du maréchal Pétain au chancelier Adolf Hitler, a scandalisé. Mais en même temps, elle était typiquement conjonctionnelle. Elle était typiquement une volonté de dépasser les conflits d'antan. Et d'ailleurs, en 1957, lors du traité de Rome, ce sont les mêmes poignées de main qui se sont présentées. La France a fait alliance dans le cadre du marché commun, de la communauté européenne, économique européenne, avec les ennemis de la décennie précédente, qui étaient l'Allemagne et l'Italie, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. La conjonction au niveau du Conseil, non pas seulement, je prends des exemples à un niveau peut-être qui apparaît un peu trop mondial, politique, mais en réalité, ça peut être tout à fait dans la vie quotidienne. Ou une affaire d'héritage qui semblait embrouillée au possible, qui d'un coup trouve son issue. Une situation bloquée dans une entreprise, dans une famille, dans un couple, qui trouve son issue, qui trouve sa solution. C'est contagieux. Quand les choses se trouvent leur solution au plus haut niveau, on se dit pourquoi pas au plus petit niveau. Si la Syrie, s'il y a une solution en Syrie, pourquoi n'aurait-il pas dans ma famille, etc. Il y a une espèce de boule de neige, un effet boule de neige qui intervient dans les deux sens d'ailleurs. Si les choses se dégradent en haut, pourquoi ça ne dégraderait pas en bas? Si les choses s'arrangent en haut, pourquoi ça ne s'arrangerait pas en bas? Donc il y a une espèce d'interdépendance entre le haut et le bas, non seulement entre le ciel et la terre, mais entre les grands enjeux politiques et sociaux, politiques, économiques, militaires, et les enjeux plus modestes de notre vie quotidienne et de nos cellules familiales et autres, communautaires, etc. Donc, c'est donc un outil qui va se répandre de plus en plus. On pourrait même dire qu'à un certain moment, cette astrocyclologie va remplacer la sacro-sainte classification des 12 signes, dont elle n'a absolument que faire. Alors, elle ne comporte pas au sens strict une typologie, l'astrocyclologie, mais cependant, son nom d'ailleurs cyclologie, astrocyclologie nous montre bien, elle n'est pas que axée sur l'astronomie, elle n'est pas axée que sur les signaux célestes, elle est également axée sur les signaux terrestres. Et parmi ces signaux terrestres, il y a le clivage entre les hommes et les femmes. Alors, il se trouve qu'en astrocyclologie, on s'intéresse beaucoup à la psychologie des hommes et des femmes et en quoi elles diffèrent. Ça prend un peu le contre-pied, enfin, on n'est pas obligé d'accepter cette partie de l'astrocyclologie, mais enfin, j'en profite quand même pour le préciser. Puisque je parlais de la typologie zodiacale, eh bien non, nous on préfère la typologie des genres masculin et féminin. Il y a peut-être d'autres typologies aussi qui nous intéressent, mais je n'en parlerai pas ici. Et
on considère que les hommes et les femmes ne traversent pas les phases, les 3 phases de 28 mois, nécessairement de la même façon. Tout à l'heure, je faisais allusion à cela. Je disais que les phases A ne favorisaient pas nécessairement les mêmes personnes que les phases B. Une des hypothèses actuelles de l'astropsychologie, qui est quand même un domaine de recherche, qui continue à investiguer et à envisager différentes hypothèses, serait que, précisément, la phase A favorise plutôt l'agent masculine, et la phase B, qui est minoritaire, effectivement, au niveau du temps, l'agent féminine. Qui est une généralité, évidemment, mais nous insistons beaucoup parce que nous pensons, nous ne voulons pas être complices d'un embrouillage. Et nous pensons que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie et à ces fameuses typologies cherchent surtout à ne pas aborder la question du masculin et du féminin. Il est certain que quelqu'un qui est bloqué pour une raison ou pour une autre sur le masculin et le féminin, quand on lui parle des 12 signes, bon, bah, ça lui change les idées, il a l'impression d'être sur un autre plan, et donc il est tout content. Mais c'est une forme de fuite en avant. On ne peut pas ne pas se confronter, aborder, assumer la question du masculin et du féminin, de ce qui distingue les hommes des femmes, en sachant qu'effectivement, les hommes auraient peut-être plus le sens de la généralité, de la recherche de la loi, qui englobe et intègre un très grand nombre de facteurs, par ailleurs quelque part assez divers les uns des autres, mais qui sont malgré tout marqués par une forme de constance, de récurrence, alors que les femmes, instinctivement, seraient plutôt attirées par les cas particuliers, les cas singuliers, et se méfieraient comme de la peste de toute généralisation. Ce qui d'ailleurs fausse le débat sur le masculin et le féminin, puisque par définition, il s'agit d'un débat qui va vers une certaine généralisation. Donc si les femmes ne supportent pas la généralisation, elles ne supporteront pas non plus de parler des masculins et des féminins. Donc on est un petit peu dans un cercle vicieux et dans un dialogue de sourds. Mais bon, en tout cas, ça fait partie des questions. Et à mon avis, en astropsychologie, on conseille aux thérapeutes d'aborder cette question de près, du fait d'être un homme ou une femme. On peut utiliser différents travaux là-dessus, plus ou moins sérieux. Bon, nous-mêmes, nous avons proposé des choses. Je viens d'en évoquer certains points. Je pense que le XXIe siècle ne peut pas faire l'économie de cette question. Parce qu'il y a une visibilité du sexe qui est incontournable. Nous, en astropsychologie, on ne joue pas avec les symboles. S'il y a des symboles différents, c'est qu'il y a quelque chose qui est différent. L'idée de dire c'est différent mais c'est pareil, donc autant nous sommes pour la généralisation, autant quand cette généralisation aboutit à nier la différence de la dualité, de la dialectique, là ça passe plus. Donc une sorte de juste milieu, il ne s'agit ni de tomber dans les cas individuels, ni de tomber dans une espèce de discours global sur l'humanité, tout le monde pareil, etc. Non, je pense qu'effectivement, et d'ailleurs comme on a dit tout à l'heure, l'astropsychologie, elle est dans la dualité, A et B, eh bien, la dualité, elle est également dans l'humanité. Voilà. Donc une humanité A, une humanité B, si on veut. Donc voilà donc finalement globalement ce que je voulais dire du sujet. On peut organiser des séminaires ou des séminaires à plusieurs ou éventuellement des cours particuliers. On peut aussi superviser certaines formations et c'est comme ça que ça va se passer, donc on encourage les gens à se manifester, à s'inscrire à nos séminaires, qui sont des séminaires de courte durée.
et donc être capable à la fois d'utiliser ces outils et à la fois de les transmettre et de les communiquer et d'en parler avec les autres. Et on peut même imaginer des séances organisées, même sur tous les ans, avec des personnes qui suivent cette formation en astropsychologie, et tous les ans il y aurait un congrès où l'on discuterait des différentes questions qui se sont posées, ou des différentes améliorations du modèle, ou des prolongements qu'on n'avait pas imaginés du modèle, des effets du modèle, etc. On est là dans une nouvelle école de pensée qui est à mi-chemin entre la dimension politique et la dimension psychologique, n'est-ce pas? C'est la vie des sociétés et on est dans le domaine du citoyen, de la cité. Donc quand on vit dans la cité, on n'est pas isolé, on appartient à une population, à une vie collective, à une république, la chose publique, la chose commune. Et donc, effectivement, ça peut être une amélioration, ça peut être une sorte de substrat, de socle, qui serait commun, parce que c'est peut-être ça qui est intéressant. On est actuellement dans une nouvelle phase conjonctionnelle qui va quand même durer 56 mois, avec évidemment une montée, et une culmination et une descente. On pourrait imaginer que justement là nous aurions, par-delà les différences entre les différentes pratiques, nous aurions là un dénominateur commun entre les praticiens, d'une part, de toutes sortes d'obédiences, et aussi entre les praticiens et leurs clients et leurs patients.